Ce matin, la brigade des Blue Scorpions patrouille dans les rues du Cap. Les Scorpions bleus, cette unité spéciale de la police municipale est unique au monde. Ils ne courent pas après les dealers ou les assassins. Pour eux, l'ennemi public numéro 1, c'est le gaspilleur d'eau potable. Après 10 minutes de patrouille, déjà un premier arrêt. Des hommes sont surpris en train de nettoyer des taxis. Où est-ce que vous avez trouvé cette eau? C'est de l'eau claire. C'est de l'eau propre, de la rivière? Je vais vérifier leur version. La rivière est parfois sec, l'eau vient peut-être d'ailleurs. Vérification faite, ces laveurs de voitures se sont approvisionnés dans une bouche d'incendie. Adresse. Number. Le matériel est confisqué et l'amende salée, 500 rand, 40 francs suisses. 2 jours de salaire pour ce contrevenant. Les rivières, les bouches d'incendie, partout où il y a une source d'eau, ils savent comment la trouver. Nouvel arrêt dans le quartier de Newlands, la banlieue huppée du Cap. Les Scorpions bleus ont repéré un camion-citerne. Est-ce que je peux voir votre permis pour transporter cette eau? On m'a demandé de livrer l'eau pour la piscine et le jardin. Avec la crise, les riches propriétaires achètent de l'eau pour remplir la piscine et ils font appel à des entreprises pour qu'elles leur en fournissent. Face à la pénurie, des dizaines de sociétés se sont spécialisées dans la vente de l'or bleu. Ces nouveaux entrepreneurs doivent présenter un permis d'exploitation délivré par les autorités et justifier de la provenance du précieux liquide. Le propriétaire de cette société n'a pas de permis et me dit au téléphone qu'il donne cette eau gratuitement à tous ces gens. J'ai des doutes sur cette version. Je vais appeler les services d'inspection pour qu'ils mènent une enquête un peu plus large. Pourtant cernée par les océans, la ville du Cap connaît sa pire sécheresse depuis plus d'1 siècle. Dans l'intérieur des terres, à 150 km à l'est du Cap, voici ce qu'il reste du barrage de Teerwaterskloof, le plus grand réservoir qui alimente la ville. Ce qui était il y a encore quelques années un immense lac ressemble aujourd'hui à un désert où subsistent quelques rares poches d'eau. Pour les habitants du Cap, ce paysage de désolation annonce le pire, le jour 0. Face à la menace, la ville a imposé des mesures de restriction drastiques. La consommation est limitée à 100 litres d'eau par jour et par personne, 3 fois moins que la consommation moyenne d'un Suisse. Une situation inédite dans une mégalopole moderne. Parmi les accusés du gaspillage, les autorités pointent du doigt les quartiers les plus pauvres, les townships. Dans ces installations précaires où vivent 1 million d'habitants sur les 4 que compte le Cap, la réalité est pourtant bien différente. Le soleil se cache encore derrière les dunes du township de Khayelitsha. Limissé vit dans cette petite maison de 6 mètres carrés avec ses 2 enfants. Quand ils dorment encore, elle fait bouillir à peine 2 litres d'eau. Suffisant pour la toilette de sa fille. Nous n'avons pas beaucoup d'eau ici. Si j'en utilise trop, nos réserves seront vite épuisées et je ne peux pas en obtenir tous les jours. Boire, se laver, nettoyer son linge, cuisiner. Limissé vit avec 40 litres d'eau par jour pour elle et sa famille. Dans les townships, trouver de l'eau est un combat. Son bébé sur le dos, Limissé doit marcher 20 minutes pour atteindre le robinet le plus proche de chez elle. Bonjour, comment ça va? Et il y a de l'eau? Ça coule jamais plus fort que ça. Parfois, quand je viens, il n'y a même pas d'eau. Et je dois retourner à la maison sans eau. Je dois préparer à manger pour mon bébé. S'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'il va manger? C'est simple, il ne va pas manger, parce qu'il n'y a pas d'eau.
Si je pouvais avoir de l'eau plus près de chez moi, ça serait plus facile. Beaucoup plus facile. En attendant un jour de voir l'eau se rapprocher, l'immiscé doit continuer de porter sa croix, son bébé et son seau, parfois plusieurs fois par jour. Pour les autorités du Cap, un dilemme. L'obligation légale de fournir de l'eau à tous ses concitoyens, un droit inscrit dans la Constitution sud-africaine, et 25 ans après la fin de l'apartheid, la volonté de ne pas légaliser ces quartiers informels. Michael Pelé est le leader de sa communauté, la zone 5 de Khayelitsha. Environ 800 foyers, 3000 personnes au bas mot et seulement un robinet. Michael n'attend plus l'aide de ses gouvernants. Alors il a décidé de prendre lui-même les choses en main. On va traverser la route ici. On va aller poser un nouveau robinet en bas, là-bas, de l'autre côté. Des résidents se sont cotisés pour acheter quelques mètres de tuyaux. Ils ont décidé d'étendre eux-mêmes le réseau de la ville. La démarche, bien sûr illégale, pourrait leur attirer des ennuis. Mais ils assument. On n'a pas peur. Si le gouvernement pense que ce que l'on fait est illégal, est-ce que c'est légal de nous laisser mourir sans eau? Ils nous parlent du jour zéro. Mais nous, c'est depuis notre naissance qu'on est menacé par le jour zéro. Ces ghettos noirs qui souffrent de pauvreté extrême rassemblent 25% de la population du Cap. Ils consomment pourtant moins de 5% de l'eau publique de la ville. Un sentiment d'injustice qui replonge ces gens dans les pires moments de l'histoire sud-africaine. Ce qui se passe là, pour moi, montre bien que l'apartheid existe encore. Vous ne verrez pas un homme blanc ou une femme blanche faire ce que je suis en train de faire maintenant. Amène-moi les clous pour qu'on puisse fixer le robinet, s'il te plaît. Avec ce robinet, on change la vie de milliers de personnes. Au Cap, les vrais coupables du gaspillage sont dans les quartiers les plus riches. Constantia est une des banlieues blanches les plus huppées du Cap. Ici, chaque maison a sa piscine, son arrosage automatique et maintenant, son puits. Depuis 2 ans, Gabi David passe son temps au téléphone. Son carnet de commandes est plein à craquer. Sa société est spécialisée dans le forage de puits pour les particuliers. Bien sûr, les gens ici ont été pris d'une immense panique quand ils se sont demandé comment ils allaient pouvoir subvenir à leurs besoins vitaux en eau. Panique et peur, c'est vraiment les termes justes pour dire ce que l'on ressent quand on voit arriver le jour zéro. J'adore mon jardin et je déteste voir que tout est en train de se dessécher parce qu'il n'y a plus d'eau. C'est ici qu'il y aura votre puits. Ah, c'est ici. Ah, en fait, je pensais qu'il allait être là. La maîtresse de maison, c'est Kim Gloyn. Un mari, 2 enfants, une piscine et 4 salles de bain. Le portrait type de la bourgeoisie keptonienne. Quand vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas tirer la chasse. Ça pose d'immenses problèmes d'hygiène. On ne peut pas vraiment se doucher. Qu'est-ce que tu fais sans eau? C'est ça qui est flippant. On a toujours eu de l'eau. On ne sait pas ce que c'est une vie sans eau. Heureusement, creuser ce puits très profond, ça va nous aider à nous sentir un peu plus tranquilles. Pour avoir l'eau à volonté chez elle, Kim a dû débourser 70 000 rands, 4 800 francs suisses. 70 000 rands. Pour espérer un jour gagner une telle somme, Jeffrey devra laver 1750 voitures. L'accroissement des inégalités économiques est un autre dommage collatéral de la pénurie d'eau. Vendeurs de fruits et légumes, coiffeurs ou laveurs de voitures, dans le township de Khayelitsha, ils sont des milliers à avoir besoin d'eau pour maintenir en vie leur petit business. Ça, c'est de l'eau recyclée qu'on utilise plusieurs fois pour nettoyer la carrosserie des voitures. Laissez-moi vous montrer la quantité d'eau que l'on prend au robinet. Voilà, ça c'est la quantité d'eau pour nettoyer 3 voitures. Oui, 3 voitures. Depuis les restrictions d'eau, Jeffrey n'est plus tranquille. Il redoute à chaque instant que la police de l'eau
viennent lui reprocher une consommation excessive. J'ai vraiment peur, parce que je sais qu'ils peuvent passer juste là et me dire « Allez, tu arrêtes tout de suite ». S'ils me demandent d'arrêter mon business, je n'aurai plus un sou pour moi. Plus un sou. Être puni par la loi pour quelques litres d'eau, pour avoir seulement tenté de survivre. Une injustice que Jeffrey n'accepte pas. Je suis choqué, vraiment choqué, quand je vois que des gens utilisent de l'eau potable pour nettoyer leur voiture ou nettoyer leur chien. Moi, je nettoie pas mon chien. Je n'ai jamais nettoyé mon chien. On en est là. Vous vous rendez compte ? Cette crise de l'eau révèle l'ampleur des inégalités qui ternissent toujours l'éventail de couleurs de la nation arc-en-ciel. Aujourd'hui le Cap, mais demain. Des villes comme São Paulo, Londres ou Pékin sont déjà touchées par des pénuries historiques. Selon l'ONU, d'ici 10 ans, 40% de la planète pourrait être touchée par une crise hydrique. Bonjour, Christian Breteau. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Genève, co-directeur de la chaire UNESCO en hydropolitique. Alors ça peut sembler paradoxal parce qu'on voit le Cap, c'est une ville qui est entourée d'eau et pourtant elle manque cruellement d'eau potable. Comment expliquer cette pénurie ? Alors entourée d'eau, oui, mais entourée d'eau de mer avant tout. Et on sait que le dessalement de l'eau coûte extrêmement cher et nécessite des infrastructures extrêmement importantes. Au final, si on regarde la ville du Cap, elle dépend d'une zone d'approvisionnement qui est relativement limitée dans les montagnes à l'amont de la ville, avec évidemment les problèmes que l'on a pu connaître ces dernières années. Des réservoirs qui sont alimentés par cette zone qui est relativement délimitée. Et ensuite, des vrais problèmes de pénurie qui se sont posés pour l'approvisionnement de la ville, comme on a pu le voir dans le reportage. On parle de stress hydrique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le stress hydrique, c'est le rapport entre la quantité d'eau disponible et la demande en eau. Si vous voulez, c'est un indicateur qui vous permet d'identifier les zones à risque et, dans le meilleur des cas aussi, à trouver des solutions, à anticiper les crises d'eau telles que celles qui sont subvenues à la ville du Cap. Alors j'accueille aussi Evelyne Fichter-Wiedemann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate et théologienne et vous avez rédigé votre thèse en théologie sur le droit humain à l'eau, justice ou imposture. Alors on voit, le reportage le montre bien, ces inégalités entre les différents habitants du Cap pour l'accès à l'eau. Comment expliquer que certains puissent remplir leur piscine alors que d'autres n'ont pas de quoi assurer l'hygiène de leurs enfants ? Comment on en arrive là en fait ? Alors c'est clair qu'il faudrait assurer une certaine égalité qui a été prévue dans la Constitution. Et comme vous le savez, du temps de Mandela et de Desmond Tutu, si je puis dire, eh bien, on avait les conditions favorables, les conditions gouvernementales favorables pour améliorer la situation. Et il faut dire que le parti de Nelson Mandela avait pensé à mettre sur pied un système d'eau gratuite pour les populations les plus pauvres. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, eh bien, on avait les données juridiques à disposition et justement, on a mis un article dans la Constitution. Mais ça ne suffit pas parce qu'il y a un écart énorme entre ce qui est écrit et la réalité. Et dans la mesure où maintenant la gouvernance est désastreuse en Afrique du Sud, eh bien, on a ce résultat, alors que théoriquement, l'Afrique du Sud a 2 fois autant d'eau que Singapour, par exemple. Donc, l'Afrique du Sud se trouve en situation de pénurie simple, si je puis dire, alors que Singapour est en situation de pénurie absolue, c'est-à-dire qu'il y a moins de 500 mètres cubes d'eau par an et par habitant. Alors, il faut expliquer évidemment la notion d'eau virtuelle, si vous me donnez l'occasion tout à l'heure. On y reviendra. Je l'expliquerai davantage. On va parler de Singapour parce qu'effectivement, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'avec peu d'eau, on arrive à assurer l'approvisionnement de tous. On va y revenir. Mais peut-être avant, c'est vrai qu'on voit que le Cap s'est doté d'une police de l'eau. Elle a l'air d'être unique au monde. L'accès à l'eau, c'est vraiment facteur de conflit. Enfin, ça peut mener à des violences, véritablement. C'est un facteur de conflit très clair. On voit que les enjeux sont extrêmement importants. L'eau, c'est un bien commun, c'est un bien qui est également vital à l'espèce humaine. Et c'est aussi le vecteur d'un certain nombre d'activités économiques. On voit sur le Cap, ce n'est pas seulement l'eau potable qui se joue ici, mais c'est aussi l'irrigation qui a joué un grand rôle dans la pénurie qu'a connue la ville. C'est aussi le tourisme qui a chuté à cause de la pénurie qu'a connue le Cap. Donc on voit que c'est aussi une pesée d'intérêt qu'il faut faire et que le politique doit effectuer entre des secteurs économiques qui jouent un rôle extrêmement important au niveau local, régional, voire pour le Cap au niveau national.
Vous le disiez, Evelyne Fichter, c'est vrai que le droit à l'eau, puis on l'a entendu dans le reportage, il est inscrit dans la Constitution d'Afrique du Sud, donc c'est un droit qui doit être garanti. Pourtant, ça ne suffit pas. Donc c'est uniquement, vous le disiez, une question de gouvernance ou finalement il y a d'autres instruments juridiques dont il faudrait se doter pour que ça fonctionne? Voilà, je pense qu'il ne faut pas que penser en termes de droit parce qu'il y a la réalité. Et c'est pourquoi j'aimerais parler de la triade utilisée par Lee Kuan Yew, l'ancien Premier ministre de Singapour, qui parlait de prévenir, c'est-à-dire think ahead, think across, c'est-à-dire regarder ce qui se passe ailleurs, et think again, c'est-à-dire si on a fait des erreurs dans la gestion de l'eau, eh bien, il faut corriger. Alors, lui, au moment où il a eu le pouvoir, il était désespéré parce que on était effectivement en situation de stress hydrique absolu à Singapour et la seule solution, c'était d'attirer des investisseurs à Singapour, leur assurer une gouvernance stable, c'est-à-dire avec zéro tolérance de corruption. Et au-delà de cela, il fallait aussi l'aide de la population. Donc il s'agissait non seulement du politique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais surtout d'avoir l'ensemble de la population qui voulait sortir de la pauvreté, parce qu'il y a 50 ans, Singapour était un des États les plus pauvres du monde, au point que l'organisme de l'ONU chargé du développement pensait que c'était un pays perdu. Mais il y a eu un Hollandais, Albert Wilsenius, qui a cru que Singapour pourrait se sortir de la pauvreté et qui a soutenu. Alors, vous parlez d'avoir la population derrière soi. Là, clairement, dans le cas de l'Afrique du Sud, on voit que les inégalités entre les personnes ne permettent pas non plus de fédérer des gens autour de restrictions d'eau. Très clairement, en termes de politique, ça veut dire qu'il faut peut-être aussi d'abord réduire les inégalités pour ensuite pouvoir assurer un juste accès à l'eau. Oui, certainement. Il y a un des slogans qui est souvent utilisé en ce moment au niveau international dans le domaine de l'eau, c'est que la crise de l'eau est une crise de gouvernance. Et effectivement, l'accès à l'eau dépend de la volonté politique. Et là, on voit qu'on est dans des schémas de ségrégation qui sont hérités encore de l'époque de l'apartheid, avec des quartiers entiers qui sont délabrés, qui sont mal raccordés, qui sont mal équipés en infrastructures. Donc là, il faut effectivement un choix politique pour le faire. Et on voit que cette crise de l'eau au Cap aurait pu tout à fait être évitée au final. On voit qu'on a des conditions hydrologiques qui sont difficiles, mais on voit aussi qu'on a toute une série de choix politiques qui ont aggravé la situation, où le problème n'a pas été affronté dès le départ. On voit qu'on a par exemple des programmes qui portaient sur la construction de nouveaux barrages qui n'ont pas été mis en œuvre. On a tout un progrès d'infrastructure qui devait démarrer en 2020, mais qui n'a pas anticipé les effets d'une pénurie d'eau qui pouvait intervenir plus tôt. On a toute une série comme ça de décisions qui n'ont pas été entreprises. Donc l'État est arrivé au final avec toute une série de mesures d'urgence, sans avoir pensé de façon plus curative, plus préventive plutôt à la situation. Il y a une image qui peut choquer quand même dans le reportage, c'est de voir ces personnes qui peuvent forer un puits sur leur propriété, puis se faire livrer des camions citernes d'eau. Ça, c'est des choses qui devraient être interdites ou, ma foi, si on a l'argent de se payer un camion d'eau, on ne peut pas empêcher ça? Alors interdit, ça c'est à l'État de le décider en tout cas, mais on voit que l'État peut, à travers son action, régler une grande partie du problème, notamment des actions à la fois contraignantes et incitatives, des instruments de politique publique. Et on voit très bien sur le Cap qu'à partir du moment où l'État a serré la vis, avec tout un lot d'instruments de politique publique qui visaient à changer le comportement des usagers, on a vu qu'on a pu gagner 2 ou 3 mois sur le jour zéro, donc sur la pénurie zéro. Donc là, on voit qu'à travers le changement des comportements, on peut changer la modification de façon la situation de façon assez drastique. Alors, pour ma part, je dirais que la question de l'eau est totalement holistique. Il faut voir la chose de façon holistique. Et Lee Kuan Yew, donc le Premier ministre de Singapour, a pensé à complètement modifier l'urbanisation. C'est-à-dire qu'il y avait des centaines de milliers de pêcheurs qui vivaient dans des maisons sur pilotis, et donc qui n'avaient ni eau de robinet, ni sanitation, donc ni l'assainissement. Donc tout allait dans les rivières. Singapour sentait mauvais, c'était en tout cas pas un lieu touristique il y a 50 ans. C'était vraiment épouvantable. Et il a pensé qu'il fallait absolument changer l'urbanisme et ils ont commencé à construire
des bâtiments toujours plus hauts. Et il a fallu évidemment convaincre ces pêcheurs d'entrer dans ce qu'on appelle des HDB, des habitations à loyer modéré. Et ils ont eu leur eau du robinet et ils ont eu l'assainissement et ils ont pu commencer à vivre. Vous voyez, au lieu d'aller chercher l'eau dans des rivières, il y avait quelques rivières, mais ils ont commencé véritablement à vivre. Et c'est des changements fondamentaux. C'est un changement radical, au point que ces personnes qui ont mon âge, en fait, sont appelées pionnières, parce qu'ils ont été d'accord de passer par un changement radical. Et bien là, on voit justement que l'État peut avoir une action tout à fait positive à travers l'incitation, justement pousser les gens à changer de comportement. On l'a vu notamment sur le Cap, avec des mécanismes où on offrait un bonus aux personnes qui économisaient suffisamment d'eau. Elles devaient un peu moins payer sur la facture. Des mécanismes de ce type-là permettent de construire un narratif positif autour de l'économie d'eau. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour changer justement les comportements sur le long terme et atteindre des exemples types que l'on souligne avec Singapour, par exemple. Mais il y avait d'autres problèmes, c'est qu'ils avaient 4 types de populations, donc des Chinois, 80%, des Indiens, des Malais, et puis d'autres populations encore, les Caucasiens, et la diversité culturelle aussi. Diversité culturelle, et il fallait harmoniser les comportements de ces personnes, parce que tout au début, il y avait des échauffourées, il y avait même des crimes. Enfin, c'était une situation extrêmement tendue, extrêmement grave. Et il a fallu aussi agir à ce niveau-là. Mais là, on voit c'est une politique extrêmement volontariste d'un État. Il y a toute la question autour de la bonne gestion de l'eau. Est-ce que ça doit être considéré comme un bien public, un bien économique, un bien privé? Est-ce que finalement, il faut faire entrer les acteurs de l'économie privée dans la gestion de l'eau pour assurer l'accès à tous? Ou au contraire, c'est un accaparement de l'eau? Qu'est-ce que vous en pensez, Christian Breteau? Alors, je pense déjà il faut distinguer en fait la nature de la ressource et la nature du service. C'est-à-dire que la ressource est un bien commun, évidemment essentiel à la vie humaine. De l'autre côté, on a le service de l'eau. Le service de l'eau, lui, il peut être à la fois public, privé, géré de façon communautaire, auto-organisée entre les usagers. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière? Pour ma part, en tout cas, je n'ai pas d'a priori sur est-ce que la privatisation doit être utilisée, la gestion publique, etc. On a vu parfois que la gestion privée peut avoir de très bons résultats. Par contre, je pense que ce qui est important, c'est que quand on considère l'eau qui est une ressource particulière, on doit avoir un pilotage public qui soit extrêmement présent. Donc même si on a des contrats, par exemple, de type délégation au secteur privé, comme on l'a fait beaucoup en France, il faut qu'on ait l'État qui soit là pour vérifier le cahier des charges, la mise en œuvre du cahier des charges, et qui se batte à la fois pour les plus pauvres, les plus démunis, mais aussi pour la protection de l'environnement. Mais s'il est totalement corrompu, si c'est un État défaillant, c'est impossible. Et il ne faut pas oublier qu'une personne sur 3 n'a pas accès à l'eau. Actuellement. Et il y a énormément de pays où il est impossible d'obtenir quoi que ce soit du gouvernement. Donc, bien entendu, chez nous, en Suisse, on peut compter sur le gouvernement, en ce qui concerne l'eau notamment. Et chez nous, en Europe. Mais, selon les pays et la gouvernance, l'Afrique, c'est ce qui est inquiétant, avec l'exception de Singapour, si c'est corrompu, ça ne fonctionne pas. C'est ce qui est inquiétant quand on voit notamment l'évolution du stress hydrique. On voit que les pays qui sont le plus touchés par ce stress hydrique seront vraisemblablement les pays en voie de développement, qui n'ont pas toujours les capacités politiques, économiques, infrastructurelles pour répondre aux défis qui sont posés. Alors justement, c'est vrai que, on l'a dit, les changements climatiques vont aggraver ce stress hydrique. Et puis dans le même temps, depuis 2010, le droit à l'eau, c'est un droit humain finalement. L'accès à l'eau est devenu un droit humain. Donc on dit, voilà, c'est hyper important, il faut absolument garantir l'accès à l'eau. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cela? Maintenant que c'est devenu un droit humain, est-ce que ça peut changer concrètement quelque chose? Alors, pour ma part, je laisserai ensuite ma collègue qui est spécialisée dans la question répondre, mais pour ma part, il y a 2 éléments clés par rapport aux droits humains. Le premier élément clé, c'est que ça met l'eau quand même à l'agenda politique. L'eau a longtemps été considérée comme un élément transversal qui impliquait différents types de politiques publiques. On voit que depuis 2010, avec l'inscription de l'eau comme un droit humain, on voit qu'on est quand même dans une tendance un peu différente, avec notamment, par exemple, les Nations Unies qui identifient vraiment l'eau comme un des indicateurs ou un des objectifs clés pour le développement durable d'ici 2030. Donc là, on voit que la situation a un peu changé. Et l'autre élément, je pense que le fait d'inscrire l'eau comme un droit humain fondamental, c'est aussi une façon de reconnaître les inégalités, les discriminations, et donner aussi un outil à ces communautés qui sont discriminées de pouvoir faire entendre leurs besoins et de se battre pour leurs objectifs. Evelyne Fichter. Moi, je pense en effet que c'était très important pour mettre la question de l'eau à l'agenda politique. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle
je me suis intéressée à cette question de l'eau et que j'ai constitué un groupe de réflexion. Et nous organisons des séminaires régulièrement au Musée d'Histoire des Sciences. Donc ça s'appelle le Workshop for Water Ethics, donc une sorte d'atelier de réflexion. Et par exemple, il y a 2 ans, nous avions une réflexion sur le plastique dans les océans, par exemple. Et l'an passé, on a parlé des questions de partenariat homme-femme, parce que le rôle de la femme dans la question de l'eau, vous l'avez vu, oui. tout à l'heure dans elle qui s'occupe dans le reportage, d'aller chercher l'eau. C'est vraiment les femmes qui ont un rôle crucial. Et le problème, c'est que dans certaines populations, la femme étant considérée comme, si vous permettez l'expression, moins que rien, eh bien, on oublie qu'elle est en fait une des réponses à la question. Alors justement, j'aimerais, pour conclure, que vous me disiez l'un et l'autre, selon vous, Evelyne Fichter, c'est quoi un juste accès à l'eau? Qu'est-ce qu'il faut impérativement garantir? Voilà. Le juste accès à l'eau, c'est avoir dans le village ou dans le lieu où on habite un lieu pour... on avait les fontaines chez nous. Un lieu où on peut facilement avoir au moins l'eau à disposition pour cuisiner, pour l'hygiène, pour boire, donc pour les besoins de base. Ouais. Il faut absolument que ça soit à quelques mètres de l'habitation. Et combien de litres d'eau? Alors, il faut en tout cas à peu près, ils disent entre 25 et 40 litres, c'est vraiment un absolu minimum. Alors, dans le reportage, on a entendu parler de 300 litres pour les Suisses. Non, je pense que c'est en général entre 150, maximum 160 litres. Qu'on ne devrait pas dépasser. Voilà, donc je pense qu'on n'arrive pas à 300 litres, à moins d'utiliser la douche pendant 1 heure, oui, ce que certains qui n'est font, pas recommandé. Et je pense que chacun a un rôle à jouer. On parle toujours des gouvernants, vous avez dit le politique, etc., mais on a chacun notre rôle à jouer, et surtout les femmes, au niveau de l'éducation, les enseignants, donner des cours sur cette question de l'eau, cette question fondamentale de l'eau. Et par exemple, il y a un groupe d'anciens banquiers de l'UBS qui a créé Child's Dream, qui, au Laos, au Vietnam, au Cambodge, crée des écoles. Et il y a bien sûr la question de l'eau. Oui, l'éducation est importante. Et l'éducation est absolument fondamentale et expliquer aux parents l'importance de l'eau. Et je dirais également la participation du public au processus de décision autour de l'eau. Et je crois que c'est clé dans le reportage que l'on a vu, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas du tout présent. Et ce qu'il ne faut pas oublier dans cette question de participation et d'inclusion des plus pauvres, c'est que là, sur le cas du Cap, par exemple, la crise de l'eau, elle est quotidienne pour les habitants de ces quartiers défavorisés. Donc que l'on ait plus d'eau ou pas, pour eux, en final, cette crise de l'eau, c'est le standard. Mais on voit qu'ils ont pris les choses en main. Absolument. Certains. Oui, c'est vraiment ça qui est important. Faute de la participation des autorités, les habitants se débrouillent par eux-mêmes. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de m'avoir invité. Et si vous souhaitez réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.